2008. Armentières, nord de la France. Un homme tourne une clé dans une serrure. Le métal grince. La porte se ferme. Derrière lui, le silence. Pour la première fois en 358 ans, plus aucune odeur de malt, plus aucun bruit de machine, juste le vent qui souffle sur les tours d'un château abandonné, au bord de la Lys. Ce château n'était pas une résidence royale, c'était une brasserie. À son apogée, près de 1000 ouvriers, 122 000 hectolitres de bière par an. La troisième brasserie de France. Une étoile rouge et bleue connue dans tout le pays. 10 générations d'une même famille, de 1749 à 1989, sans jamais s'interrompre. Puis une poignée de main dans une salle de réunion a tout changé. Pas une guerre, pas un incendie, pas une crise soudaine. Une décision froide, prise par des hommes qui ne connaissaient même pas le nom des ouvriers. Comment un empire de 350 ans meurt-il ainsi, non pas dans un fracas, mais dans un long silence progressif? Armentières, 1650 à 2008. Ce que cette histoire révèle, c'est ce qui se passe quand l'héritage d'une famille entière tient dans les mains d'un comptable qui ne l'a jamais aimé. Avant la brasserie d'Auna, il y avait un fleuve. La Lys coule lentement à travers la plaine flamande, entre les champs d'orge et les villes de tisserands. C'est une rivière tranquille, presque silencieuse. Mais pour ceux qui savaient lire un territoire, elle représente quelque chose d'essentiel. Une route. Une route pour les marchandises, pour les hommes, pour les idées. Armentières, au XVIIe siècle, est une ville qui travaille. Les métiers à tisser battent dans chaque rue. Les tanneries embaument, ou plutôt empestent, les ruelles du centre. Et le long de la Lys, des hommes chargent et déchargent des péniches du matin au soir. C'est une ville de labeur, de sueur, de mains calleuses. Une ville où, après une journée de travail, on a soif. En 1650, sur un terrain où l'on foulait le drap depuis pile 583, quelqu'un allume un feu sous une cuve de cuivre. La brasserie de l'Étoile vient de naître. Personne, ce jour-là, ne mesure ce que signifie ce geste. Ce n'est pas un événement historique. C'est simplement un homme, un feu, de l'eau et du malt. Mais cette flamme-là ne s'éteindra pas de sitôt. Le premier propriétaire connu est un certain Valenton. On sait peu de lui. Il choisit bien son emplacement. Le bord de la Lys permet d'acheminer l'orge directement par voie fluviale, sans les frais et les délais du transport terrestre. C'est un avantage décisif dans un marché où les marges sont étroites et la concurrence déjà rude. En 1678, à la mort de Valenton, un brasseur nommé Jean de Kousmaker rachète l'affaire. Puis son fils Jean-Baptiste lui succède. Des noms que personne ne connaît plus aujourd'hui. Mais ce sont eux qui maintiennent vivante la flamme pendant près d'un siècle, à travers les guerres de Louis XIV, les hivers difficiles, les épidémies. Puis vient 1749. Jean-Baptiste Desmazières acquiert la brasserie de l'Étoile. C'est un tournant discret, presque invisible dans les registres. Mais c'est le début de quelque chose de bien plus grand, car Desmazières n'a pas d'héritier direct. Et la brasserie va passer, par une série de mariages et de successions, dans les mains d'une famille qui va lui donner son visage définitif. Génération après génération, les noms changent. Les femmes jouent un rôle central. Charlotte Desmazières, Charlotte Ragnier, reprenant les rênes à chaque fois que la mort frappe trop tôt. Dans cette région flamande où le pragmatisme prime sur le protocole, on ne s'arrête pas à la question du genre. On s'arrête à la question de la compétence. En 1819, Auguste Cordonnier entre dans la famille par mariage. Fils d'un brasseur de Haut-Bourdin, il apporte avec lui un savoir-faire supplémentaire et un réseau commercial naissant. Son fils Jean Cordonnier développe ensuite l'affaire à partir de 1849 avec une ambition nouvelle. Faire de cette brasserie de bord de fleuve une entreprise capable de rayonner au-delà des frontières de la ville. La Lys continue de couler, les péniches continuent de livrer l'orge. Et dans les cuves de cuivre, la bière fermente, lentement, régulièrement, comme si elle savait qu'elle avait tout son temps. Pour l'instant, personne ne sait encore que ce temps est compté. En 1870, un mariage change tout. Camille Cordonnier, fille du brasseur Jean Cordonnier, épouse Edmond Motte, membre d'une grande famille textile de Roubaix, les Motte Bossus, dont le nom résonne dans toute la région. Ce n'est pas seulement une union entre deux personnes. C'est une fusion entre deux dynasties industrielles du Nord. Et de cette union naît un nom.
Motte Cordonnier. Un nom, une étoile, un destin. Edmond Motte est un homme d'action. Il ne se contente pas d'hériter. Il transforme. Il déplace la brasserie de l'autre côté de la rue de Dunkerque. L'agrandit, la modernise. En 1891, il fait appel à l'architecte Émile Pilette pour construire une malterie digne de ce nom. Les volumes augmentent, la réputation aussi. Mais Edmond Motte ne verra pas l'apogée de ce qu'il a construit. En 1889, un incendie ravage la malterie. Les flammes consument en quelques heures ce que des années de travail avaient élevé. Devant les décombres encore fumants, Edmond Motte prend une décision qui dit tout sur le caractère de cette famille. Il ne pleure pas. Il reconstruit. Plus grand, plus solide, plus ambitieux. En 1898, il meurt. Son fils René Motte prend la relève à seulement 23 ans. René Motte est la figure centrale de cette histoire. C'est lui qui va transformer une brasserie familiale prospère en un monument industriel. C'est lui qui va donner à Motte Cordonnier son visage définitif, celui qu'on peut encore voir aujourd'hui, même à travers les fenêtres brisées et les murs envahis par le lierre. Mais avant de construire, il doit d'abord tout perdre. 1916, 1917. La Première Guerre mondiale transforme Armentières en champ de bataille. Les obus tombent sur la rue de Dunkerque. La brasserie, qui avait résisté à l'incendie de 1889, ne résiste pas au bombardement. Les cuves sont éventrées. Les murs s'effondrent. Les machines sont détruites ou volées. Ce que 3 générations avaient bâti est réduit à des ruines. René Motte aurait pu abandonner. Il aurait eu toutes les raisons de le faire. Il ne le fait pas. En 1922, il prend une décision qui stupéfie ses contemporains. Plutôt que de reconstruire à l'identique, il commande une brasserie entièrement nouvelle. Plus grande, plus moderne, mieux placée. Il choisit un terrain en bordure de la Lys, à l'extérieur d'Armentières, et confie le projet à l'architecte Georges Forest, spécialiste de l'architecture industrielle du Nord. Ce que Forest dessine n'est pas une usine, c'est un château. Les bâtiments sortent de terre entre 1922 et 1923, briques rouges, béton armé, hautes tours, grandes fenêtres en ogive, une tour centrale domine l'ensemble, on l'aperçoit de loin, au-dessus des toits d'Armentières. Et partout, gravé dans la pierre, sculpté dans le métal, peinte sur les murs, l'étoile du brasseur. Rouge et bleu, l'emblème de la maison depuis 1650. C'est une brasserie industrielle, mais elle a l'allure d'une cathédrale. L'emplacement en bord de Lys n'est pas un hasard. Les péniches remontent le fleuve chargé d'orge des Flandres. Elle s'amarre directement au quai de la brasserie. L'orge entre par un côté, la bière sort par l'autre. Un flux continu, parfaitement pensé, parfaitement maîtrisé. À l'intérieur, la salle de brassage est un spectacle à elle seule. Des cuves en cuivre poli, hautes de plusieurs mètres, alignées sous des voûtes de briques. La vapeur monte en colonnes épaisses. Les hommes travaillent en silence concentré, chaque geste précis, chaque étape chronométrée. C'est à la fois une usine et un rituel. En 1927, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 122 000 hectolitres de bière produits dans l'année. Une performance remarquable pour l'époque. La bière Motte Cordonnier, fermentation basse, amertume équilibrée, est distribuée dans toute la région, puis dans tout le pays. Les camions électriques, qui ont remplacé les chevaux pour les livraisons locales, portent fièrement l'étoile sur leurs flancs. Près de 1 000 ouvriers travaillant sur le site. Ce chiffre mérite qu'on s'y arrête. 1000 personnes, 1000 familles, 1000 histoires entremêlées autour d'une même étoile. Car Motte Cordonnier n'est pas seulement un employeur, c'est un monde à part entière. La direction construit des logements sociaux pour les ouvriers, organise des colonies de vacances pour leurs enfants, aménage des jardins ouvriers autour du site, dresse de grandes tables pour des banquets annuels où patrons et employés mangent côte à côte. Il y a même une chapelle dans l'enceinte de la brasserie. Ce modèle paternaliste a ses limites, ses ambiguïtés. Mais il crée quelque chose de réel, un sentiment d'appartenance. Les familles travaillent ici de génération en génération. Un père forme son fils, un fils forme son petit-fils. Le savoir-faire se transmet dans les gestes, dans les odeurs, dans les habitudes du corps. Jean-Claude commence à travailler à la brasserie en 1966. Il a 18 ans. Son père y travaillait avant lui.
Il ne quittera jamais la brasserie jusqu'à sa retraite en 2006. 40 ans de sa vie entre ces murs de briques rouges. On n'était pas juste des employés, dira-t-il plus tard. On était Motte Cordonnier. À la fin des années 1920, René Motte regarde son château au bord de la Lys et sait qu'il a accompli quelque chose d'extraordinaire. 2 guerres, un incendie, des crises. Et la brasserie est plus forte que jamais. Ce qu'il ne peut pas savoir, c'est que l'apogée est aussi le début de la descente. Pas tout de suite, pas encore. Mais les forces qui vont détruire Motte Cordonnier sont déjà en mouvement. Silencieuses, invisibles, inexorables. Elles n'ont pas de visage, elles n'ont pas de nom. Elles s'appellent simplement le marché. En 1945, la France relève la tête. Les usines redémarrent. Les hommes rentrent des fronts. Dans les cafés d'Armentières, on en compte jusqu'à 400 entre les 2 guerres. La bière coule à nouveau librement. Motte Cordonnier sort de la Seconde Guerre mondiale presque indemne. Contrairement à la première, les bombardements ont épargné le château de briques rouges au bord de la Lys. Les cuves sont intactes, les ouvriers sont là, la production reprend. Pour la brasserie, les années 1950 sont des années de croissance tranquille, régulière, rassurante. Le marché de la bière est encore fragmenté. Chaque région a ses brasseries locales, ses marques familières, ses fidélités de quartier. Un ouvrier d'Armentières boit Motte Cordonnier parce que son père la buvait, parce que le livreur le connaît par son prénom, parce que l'étoile rouge et bleue fait partie du paysage de sa vie. Mais sous cette tranquillité de surface, quelque chose se déplace. En 1913, la France comptait plus de 2300 brasseries. En 1960, il n'en reste que 130. En 1970, une trentaine. Ce n'est pas une crise, c'est une transformation structurelle. Silencieuse, méthodique, implacable. Les petites brasseries meurent une à une, absorbées ou simplement écrasées par des acteurs qui produisent plus, distribuent mieux, vendent moins cher. La grande distribution change les règles du jeu. Les supermarchés arrivent dans les années 1960 avec une logique nouvelle. Le volume écrase le prix écrase la marge écrase tout le reste. Pour survivre dans ce système, il faut produire des millions d'hectolitres, pas des centaines de milliers. Il faut des camions dans toute la France, pas des péniches sur la Lys. Il faut une marque nationale, pas une étoile régionale. Motte Cordonnier se retrouve dans une position impossible, trop grande pour rester artisanale, trop petite pour devenir industrielle. C'est le no man's land le plus dangereux qui soit dans un marché en consolidation. Les microbrasseries peuvent survivre sur leur terroir, leur authenticité, leur clientèle fidèle. Les géants peuvent survivre sur leurs économies d'échelle et leur réseau de distribution. Mais ceux du milieu, ceux qui sont trop gros pour être charmants et trop petits pour être dominants, ceux-là disparaissent. La direction de Motte Cordonnier le sait. Elle réagit. Dans les années 1950 et 1960, la brasserie rachète des concurrents en difficulté. Une brasserie à Amiens, une autre à Caen, des entrepôts dans tout l'Hexagone. L'idée est simple. Atteindre une couverture nationale, peser assez lourd pour négocier avec les grandes surfaces, exister au-delà du Nord. La stratégie fonctionne, en partie. En 1969, Bertrand Motte prend les rênes de la brasserie familiale. Il a la carrure du rôle. Solide, pragmatique, attaché à la fois à l'héritage et à la modernité. Sous sa direction, Motte Cordonnier consolide sa position. Grâce à ses rachats et à ses alliances commerciales, elle devient brièvement la 3e brasserie française. Un rang qui aurait semblé inaccessible 30 ans plus tôt. Mais Bertrand Motte n'est pas dupe. Il sait que la position de numéro 3 n'est pas tenable sans un partenaire plus puissant. Il sait que la guerre des volumes va s'intensifier. Il sait que les fonds nécessaires pour moderniser encore le site d'Armentières, on parle d'un triplement de la capacité, dépassent ce que la famille peut mobiliser seule. Il cherche une solution. Il croit en trouver une. En 1970, la brasserie Artois, basée à Louvain, en Belgique, productrice de la Stella Artois, propose un partenariat. Un rachat en réalité, mais présenté avec toutes les garanties d'usage. Maintien de la production à Armentières, préservation de la marque, respect des équipes. Bertrand Motte signe. Dans la salle de réunion ce jour-là, tout le monde sourit.
Les chiffres sont bons. L'avenir semble assuré. La brasserie Artois est solide, respectueuse, professionnelle. Personne ne voit ce que cette signature contient vraiment. Pas une bouée de sauvetage, un compte à rebours. Au début, rien ne change. C'est ce qui est le plus troublant en réalité. Après le rachat par Artois en 1970, la vie continue à la brasserie exactement comme avant. Les cuves tournent, les péniches arrivent sur la lisse, les ouvriers pointent à la même heure, au même poste, avec les mêmes gestes. L'étoile rouge et bleue brille toujours au sommet de la tour. Bertrand Motte est toujours là. Son bureau est toujours le même. Il connaît encore le prénom de chaque chef d'équipe. Mais quelque chose a changé, quelque chose d'invisible, que les murs ne montrent pas encore. Le centre de gravité de la brasserie a basculé. Les décisions importantes ne se prennent plus à Armentières. Elles se prennent à Louvain. Dans des salles de réunion où personne ne connaît l'odeur du malt le matin, où personne n'a jamais vu la lisse sous la brume d'automne, où personne n'a jamais serré la main d'un ouvrier après une longue nuit de brassage. Les premières années, Artois tient ses promesses. La marque Mode Cordonnier est maintenue. La production à Armentières continue. Les investissements promis arrivent. Modestement, prudemment, mais ils arrivent. Pour les ouvriers, pour les cadres locaux, pour Bertrand Motte lui-même, il y a encore l'illusion du contrôle. Une illusion confortable et dangereuse. Car pendant ce temps, le paysage brassicole européen se transforme à une vitesse vertigineuse. Les fusions s'accélèrent. Les marques locales disparaissent les unes après les autres, absorbées dans des portefeuilles de plus en plus larges, gérés par des hommes de plus en plus lointains. La logique est simple, froide, implacable. Une marque qui ne génère pas de croissance nationale est un coût, pas un actif. Mode Cordonnier, avec son ancrage régional, son histoire familiale, sa clientèle fidèle mais limitée, commence à ressembler, dans les tableaux Excel de Louvain, à un problème plutôt qu'à une solution. On envisage pourtant, au début des années 1970, un triplement du site d'Armentières. Les plans existent. Les ingénieurs ont fait leurs calculs. Si ce projet avait été réalisé, Mode Cordonnier aurait peut-être eu la masse critique nécessaire pour survivre dans le marché des décennies suivantes. Le projet est abandonné, sans explication publique, sans débat. Une ligne dans un compte-rendu de réunion à Louvain et 3 générations de projets familiaux s'évaporent. 1982. 12 ans après le rachat, Artois décide de franchir une étape supplémentaire. La brasserie Mode Cordonnier change officiellement de nom. Elle s'appellera désormais Sébastien Artois. Ce n'est pas qu'un changement de panneau, c'est un effacement. Le nom Mode Cordonnier, porté par 10 générations, construit sur 2 siècles de mariage, d'incendies surmontés, de guerres traversées, disparaît des façades. L'étoile rouge et bleue reste elle, mais le nom, lui, s'en va. Et avec lui, quelque chose d'essentiel dans l'identité de la brasserie, dans le lien entre ses murs et les hommes qui y travaillent. Jean-Claude, qui travaille ici depuis 1966, se souvient du jour où les nouvelles enseignes sont arrivées. On nous a dit que c'était une question de stratégie commerciale, que le nom Artois portait plus loin, que c'était une bonne nouvelle. Il marque une pause. Personne n'y croyait vraiment. Bertrand Motte, lui, reste en poste. Techniquement, mais son rôle s'est réduit progressivement à celui d'un gestionnaire local, respecté, consulté parfois, mais plus jamais décisionnaire sur les grandes orientations. L'homme qui avait hissé la brasserie au rang de 3e groupe français regarde, impuissant, les décisions se prendre sans lui. En 1989, il prend sa retraite. Avec lui part la dernière présence familiale dans les murs de la brasserie. La dernière personne qui, quand il regardait la tour de briques rouges depuis son bureau, pensait à son père, à son grand-père, à tous ceux qui avaient tenu cette même maison debout à travers les tempêtes. Après lui, plus personne dans la direction ne porte ce nom. Plus personne n'a cette mémoire. Plus personne n'a cette raison d'y tenir autrement que comptablement. La brasserie continue de fonctionner. Les cuves tournent encore. L'étoile brille encore. Mais l'âme de la maison est partie avec Bertrand Motte ce jour-là. Et quand l'âme s'en va, le corps ne tarde pas à suivre. En 1993, le groupe, devenu entre-temps une entité encore plus grande, encore plus lointaine, prendra la décision finale. Pas dans une salle de crise, pas après un drame spectaculaire, mais dans le calme administratif d'une réunion ordinaire,
quelque part en Belgique, devant des chiffres sur un écran. Armentières ne produira plus de bière. Il y a des fins qui arrivent comme un coup de tonnerre, et il y a des fins qui arrivent comme Armentières en 1993, dans le brouillard, doucement, presque poliment, sans déclaration officielle fracassante, sans assemblée générale dramatique. Juste une note interne, un chiffre dans un rapport, une décision prise loin d'ici par des gens qui ne boiront jamais une bière mode cordonnier. La production s'arrête, pas en une nuit, pas en un geste. En plusieurs semaines de ralentissement progressif, les commandes diminuent, les livraisons d'orge s'espacent, les équipes de nuit sont supprimées les premières. Les ouvriers le sentent avant qu'on le leur dise. Cela fait des semaines qu'on en parle dans les vestiaires, dans les cafés autour de la brasserie, entre deux rangées de cuves. Les rumeurs circulent. Personne ne confirme officiellement. Et puis un matin, le responsable de production convoque les chefs d'équipe. La réunion dure 22 minutes. Quand ils ressortent, leurs visages disent tout ce que les mots ne parviennent pas encore à formuler. Jean-Claude a 45 ans ce matin-là. Il travaille dans cette brasserie depuis 27 ans. Son père y a travaillé avant lui. Il connaît chaque recoin de ces bâtiments, chaque escalier, chaque odeur, chaque bruit de machine. Il sait reconnaître, à l'oreille, si une cuve fermente normalement ou non. Il sait lire la couleur de la bière dans une éprouvette mieux que certains ne lisent un livre. Ce savoir-là, transmis de génération en génération, affiné pendant des décennies, personne ne lui demande de le transmettre avant de partir. On lui demande juste de rendre son badge. Le dernier jour de production est un jour ordinaire en apparence. Le ciel est gris, il est presque toujours gris à Armentières en hiver. Les machines tournent comme d'habitude. Les hommes font leurs gestes habituels. Mais il y a quelque chose de différent dans l'air. Une tension sourde, une conscience collective que ce qui se passe là ne se reproduira plus. La dernière cuve est remplie, le dernier brassage commence. Dans la salle de brassage, ces hautes voûtes de briques, ces cuves de cuivre qui ont vu passer 100 ans de vapeur et de malt, les hommes travaillent en silence. Pas le silence de la concentration. Le silence de ceux qui savent qu'ils accomplissent un geste pour la dernière fois et qui n'ont pas encore trouvé les mots pour le dire. La bière fermente, lentement, comme elle l'a toujours fait. Puis les machines s'arrêtent. Le bruit qui disparaît en dernier, c'est celui des pompes. Un bourdonnement grave, constant, que les ouvriers n'entendent plus depuis des années tellement il fait partie du fond sonore de leur vie. Ce bruit-là s'arrête. Et dans le silence qui suit, un silence épais, presque physique, on entend pour la première fois le vent contre les fenêtres en ogive. Et l'odeur. L'odeur de malt chaud qui flotte encore dans la salle de brassage. Cette odeur douce amère, caramélisée, que les familles des ouvriers reconnaissaient sur leurs vêtements le soir en rentrant à la maison. Cette odeur qui avait imprégné les murs de briques pendant 70 ans. Elle est encore là. Elle mettra des mois à disparaître complètement. Puis elle disparaîtra aussi. La nouvelle se répand dans Armentières comme se répandent toutes les mauvaises nouvelles dans les petites villes. Vite par bribes, de bouche en bouche, avant même que les annonces officielles ne soient affichées. Dans les 400 cafés qui ont fait la réputation de la ville entre les deux guerres, il n'en reste plus qu'une poignée. Mais ceux qui subsistent sont pleins ce soir-là. Les anciens ouvriers de mode cordonnier s'y retrouvent, comme ils l'ont toujours fait après le travail. Ils boivent une bière, une mode cordonnier évidemment, peut-être une des dernières brassées ici. Personne ne porte de toast. Ce n'est pas une célébration. Pour la ville d'Armentières, l'arrêt de la production en 1993 n'est pas seulement la perte d'un employeur, c'est la perte d'un repère. La brasserie Mode Cordonnier était là avant que la plupart des habitants soient nés. Elle était là pendant les deux guerres mondiales. Elle était là pendant la reconstruction, pendant les 30 glorieuses, pendant les crises pétrolières. Elle semblait indestructible, non pas parce qu'elle était grande, mais parce qu'elle avait toujours survécu. Et pourtant, ce que la guerre n'avait pas réussi à faire en 1917, ce qu'un incendie n'avait pas réussi à faire en 1889, une décision comptable l'accomplit en 1993, sans bruit, sans violence, avec l'efficacité froide et indolore d'un stylo qui signe une page. Mais, et c'est là que l'histoire devient encore plus cruelle, la brasserie ne ferme pas en 1993. Elle continue d'exister. De manière fantomatique, progressivement vidée de sa substance,
comme un corps dont on retire les organes un par un. On ne brasse plus. Mais on embouteille encore. Les bouteilles arrivent d'ailleurs. D'autres sites du groupe, d'autres villes, d'autres régions. Les ouvriers d'Armentières, ceux qui n'ont pas encore été licenciés, deviennent des manutentionnaires. Des hommes qui avaient passé leur vie à créer quelque chose remplissent désormais des cartons avec des bouteilles qu'ils n'ont pas fabriquées. C'est peut-être là, dans cette période de transition humiliante, que la blessure est la plus profonde. Pas dans la fermeture, dans la survie diminuée. Un deuxième ouvrier, appelons-le Marcel, la cinquantaine, responsable de la ligne d'embouteillage, résume ce que beaucoup ressentent sans pouvoir l'exprimer. On était fiers ici, fiers de ce qu'on faisait, et puis du jour au lendemain, on nous a demandé de faire semblant que ça continuait. Mais tout le monde savait que c'était fini. On attendait juste qu'on nous le dise officiellement. L'attente durera 15 ans. 15 ans pendant lesquels le château de briques rouges au bord de la Lys se videra progressivement. Une activité après l'autre, un étage après l'autre, une lumière après l'autre. Comme une maison dont on éteint les pièces une par une avant de fermer la porte d'entrée pour la dernière fois. En 1993, on éteint la première lumière, la plus importante, celle de la salle de brassage. Il existe une façon de tuer une chose vivante qui est plus cruelle que de la détruire d'un coup. C'est de la laisser mourir lentement, de lui retirer ses raisons d'exister l'une après l'autre, si progressivement que personne ne peut désigner le moment exact où tout a basculé. Pas de coupable évident, pas de catastrophe à raconter, juste une succession de décisions raisonnables, prises dans des salles de réunion raisonnables, par des gens raisonnables, qui aboutissent ensemble à quelque chose de dévastateur. C'est exactement ce qui arrive à Armentières entre 1993 et 2008. En 1993, on arrête de brasser, mais on embouteille encore. En 2001, on arrête d'embouteiller, mais on met encore en fût. En 2003, on arrête la mise en fût. Mais la logistique continue. En 2005, le groupe Interbrew, qui avait absorbé Artois des années auparavant, fusionne avec l'américain Ambev pour devenir ABEnBev, le plus grand groupe brassicole du monde. Un empire de plusieurs centaines de marques, présent sur tous les continents, générant des dizaines de milliards de chiffres d'affaires annuels. Dans cet empire-là, Armentières est une toute petite ligne, dans un tableau de bord que personne au siège de Louvain ne regarde deux fois. En 2008, cette ligne disparaît. La logistique ferme. Les derniers camions quittent le site, les derniers employés rendent leur badge, comme Jean-Claude l'avait fait 15 ans plus tôt, mais cette fois sans même l'odeur du malt pour accompagner leur départ. Les entrepôts sont vides depuis longtemps. Les quais sur la Lys ne voient plus de péniches depuis des années. Il ne reste plus rien à fermer, sinon la porte principale. 350 ans. Éteint en 15 ans, pas dans un fracas, dans un silence administratif. L'homme qui ferme la porte ce matin de 2008, le responsable logistique, la cinquantaine, 20 ans de maison, ne prononce aucun discours. Il n'y a personne pour l'écouter. Il tourne la clé dans la serrure. Il s'arrête une seconde sur le seuil, le temps d'un regard vers la tour de briques rouges qui domine encore le paysage. Puis il part sans se retourner. Derrière lui, le château Mode Cordonnier entre dans son nouveau rôle, celui de fantôme. Les années qui suivent sont les années du silence. Le château est là, toujours debout, toujours visible depuis les rues d'Armentières, toujours reconnaissable avec sa tour, ses fenêtres en ogive, son étoile de brasseur gravée dans la pierre. Mais les fenêtres sont noires, les portes sont cadenassées, les quais sur la Lys sont vides. La nature reprend ses droits, lentement. L'herbe pousse entre les pavés de la cour intérieure. Le lierre grimpe le long des murs de briques. Des pigeons nichent dans les recoins de la tour. Dans la salle de brassage abandonnée, la lumière entre par des carreaux cassés et dessine des rectangles de poussière sur le sol en béton. Les cuves de cuivre, celles qui ont vu passer 70 ans de brassage, sont immobiles, silencieuses, comme des sculptures dans un musée que personne ne visite. À l'extérieur, sur les vieux murs de la ville, les réclames peintes pour la bière Mode Cordonnier tiennent encore, décolorées par les années, craquelées par les hivers, mais encore lisibles. L'étoile rouge et bleue, l'invitation à boire une bière fraîche, des messages publicitaires d'un autre temps, adressés à des consommateurs qui ont vieilli ou disparu. Armentières regarde son château abandonné sans savoir quoi en faire.
Le démolir? Impensable, les bâtiments ont été classés monuments historiques en 1999, 6 ans après l'arrêt de la production. La salle de brassage, la cage d'escalier, les façades et toitures de la brasserie et de la malterie, tout cela est désormais protégé par l'État. On ne peut pas raser ce que la République a décidé de conserver. Le restaurer? Il faudrait des dizaines de millions d'euros et un projet cohérent. Alors on attend. Pendant des années, le château attend. Les habitants d'Armentières passent un instant devant lui chaque jour, certains sans plus le voir, d'autres avec ce mélange particulier de familiarité et de tristesse qu'on ressent face aux choses qu'on a aimées et qu'on ne peut pas sauver. Un gestionnaire, appelons-le Philippe, qui a passé les 10 dernières années de la brasserie à signer des lettres de licenciement, confiera plus tard ce que cette période lui a coûté. Chaque signature, c'était une personne. Pas un numéro de dossier, une personne. Quelqu'un dont je connaissais le nom, la situation, la famille parfois. Et je signais quand même. Parce que c'était mon travail. Parce que les décisions venaient d'en haut et que je n'avais pas le choix. Mais ces lettres-là, elles ne partent pas facilement. La question qui hante Armentières pendant ces années de silence n'est pas seulement économique. Elle est plus profonde, plus intime. Qu'est-ce qu'on perd exactement quand on perd une brasserie comme celle-là? On perd des emplois, c'est visible, mesurable, documenté. On perd un employeur, un contributeur fiscal, un animateur économique du territoire. Ce sont des pertes réelles, douloureuses, aux conséquences concrètes sur des milliers de familles. Mais on perd aussi autre chose. On perd un récit commun. Un lieu où des générations d'Armentiérois se retrouvaient non seulement pour travailler, mais pour exister ensemble. La brasserie Mode Cordonnier n'était pas qu'un outil de production. C'était un point de repère identitaire, une façon pour cette ville de se raconter à elle-même et au monde. Quand Abinbev éteint la dernière lumière en 2008, ce n'est pas seulement une brasserie qui ferme. C'est une façon d'être ensemble qui disparaît. Et le château reste là, debout dans le silence, comme une question sans réponse posée au ciel gris du nord. Il y a une dignité particulière dans les ruines qui refusent de tomber. Le château Mode Cordonnier ne s'effondre pas. Il ne se dégrade pas non plus au point de devenir méconnaissable. Il reste là, debout, massif, presque obstiné, comme si les murs de briques rouges avaient absorbé assez de vie pendant 70 ans pour tenir encore quelques décennies sans elle. La tour domine toujours l'horizon d'Armentières. On la voit depuis les routes qui entrent dans la ville, depuis les berges de la Lys, depuis les fenêtres des maisons du quartier. Elle est devenue un repère géographique autant qu'un repère mémoriel. On ne dit plus la brasserie pour désigner un lieu de travail, mais la brasserie pour désigner un point cardinal de la ville. À l'intérieur, le temps fait son travail sans se presser. Dans la salle de brassage, la lumière entre par les carreaux cassés et se pose sur les cuves abandonnées. La poussière danse dans les raies de soleil. Le sol de béton est marqué par des années de passage. Des milliers de pas, des milliers de journées, des milliers de gestes qui ont laissé leurs traces sans le savoir. Les voûtes de briques tiennent bon. Elles aussi semblent attendre quelque chose. Sur les murs extérieurs de la ville, les vieilles réclames peintes résistent à l'usure du temps. Décolorées, craquelées, à moitié effacées par les hivers successifs, mais encore lisibles pour qui sait les chercher. L'étoile rouge et bleue, l'invitation à boire frais, des messages d'un monde disparu, adressés à personne et à tout le monde à la fois. En 1981, l'État avait classé les bâtiments principaux au titre des monuments historiques. La salle de brassage, la cage d'escalier, les façades et toitures de la brasserie et de la malterie. En 2019, la protection sera étendue au bureau de l'administration, à la maison du directeur, à la station de pompage, à la salle de fermentation et au grenier à malt. Le château ne peut pas être rasé. Il ne peut pas être défiguré. Il doit être conservé dans son état, avec ses cicatrices, avec sa mémoire. Cette décision sauve les pierres. Elle ne sauve pas encore les hommes. Les anciens ouvriers de Mode Cordonnier vieillissent dans leur maison d'Armentières. Certains passent encore devant le château tous les jours. Par habitude, par fidélité, par une forme d'attachement qu'ils n'arrivent pas tout à fait à expliquer. Jean-Claude, qui a travaillé ici 40 ans, s'arrête parfois sur le trottoir d'en face et regarde la tour. Il ne dit pas grand-chose sur ces moments-là.
Certaines choses n'ont pas besoin de mots. Au fil des années, le château devient autre chose qu'une simple friche industrielle. Il devient un lieu de mémoire informel. Pas un musée, pas un monument officiel, mais un endroit où la ville dépose silencieusement ce qu'elle ne veut pas oublier. Les photographes viennent capturer ces volumes, sa lumière particulière, la beauté étrange de ces espaces abandonnés. Les historiens locaux collectent des témoignages, des archives, des photos jaunies. Les enfants des ouvriers reviennent voir les murs derrière lesquels leurs parents ont passé leur vie. Le château écoute. Il ne répond pas encore. Mais quelque chose dans ces murs de briques rouges qui refusent de céder ressemble à une promesse. Une promesse sans destinataire précis, jusqu'à l'été 2018, quand un homme meurt et que sa famille se retrouve autour d'une table, avec une bière dans les mains et une question dans les yeux. L'été 2018, Bertrand Motte meurt. Il avait pris sa retraite en 1949, le dernier membre de la famille à avoir dirigé la brasserie, le dernier à avoir tenu dans ses mains le fil qui reliait 10 générations à cette étoile rouge et bleue. Après son départ, il avait regardé de loin la brasserie se vider progressivement, sans pouvoir intervenir, sans plus avoir le droit de décider quoi que ce soit. Un homme qui avait consacré sa vie à quelque chose et qui avait dû apprendre à vivre sans elle. À sa mort, la famille Maille se retrouve. Comme toutes les familles, après un deuil, autour d'une table, avec de la nourriture, avec des souvenirs, avec des silences, et avec de la bière, naturellement. Chez les Motte, on a toujours bu de la bière dans les moments importants. Ce soir-là, quelqu'un ouvre son téléphone. Ce quelqu'un, c'est Henry Motte, 31 ans, ingénieur informatique chez Worldline, petit-fils de Bertrand, 10e génération de la famille. Il ne ressemble pas à l'image qu'on se fait d'un brasseur. Pas de tablier, pas de main calleuse, pas d'odeur de malt. Un jeune homme de son époque, avec un ordinateur et un réseau professionnel dans une entreprise de sécurisation des paiements. Mais ce soir-là, il regarde l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, où sont enregistrées les marques commerciales. Et il découvre quelque chose d'extraordinaire. Le nom Mode Cordonnier est tombé dans le domaine public. 2 mois plus tôt, AB InBev, dans l'immensité de son empire de plusieurs centaines de marques, avait tout simplement oublié de renouveler la protection du nom. Un oubli administratif, une ligne manquante dans un tableau de bord quelque part à Louvain. Et cet oubli-là, cette toute petite négligence d'un groupe qui brassait des milliards de litres par an, venait de rendre aux Motte ce qu'on leur avait pris 48 ans plus tôt. Leur nom. Henri Motte pose son téléphone sur la table. Il regarde sa famille autour de lui, ses parents, ses oncles François, Frédéric et Gonzague, la 9e génération, ses frères, cousins et cousines, la 10e. 15 personnes en tout, 15 héritiers d'une histoire qui semblait définitivement terminée. À 15, on a regardé la colonne des raisons d'y aller et la colonne des raisons de ne pas y aller, raconte Henri, et on a décidé d'y aller. La décision n'est pas raisonnable, elle n'est pas prudente. Une famille sans expérience de brassage, sans site de production, sans équipement, sans recettes documentées, sans réseau commercial, qui décide de relancer une marque brassicole centenaire. Les banquiers auraient ri, les consultants auraient présenté 10 diapositives pour expliquer pourquoi c'est une mauvaise idée. Mais ce n'est pas une décision d'investisseur, c'est une décision de famille. En 2019, la brasserie Motte Cordonnier est officiellement recréée. Henri Motte en devient le président brasseur, un titre qu'il revendique avec une certaine ironie, lui qui était encore développeur informatique quelques mois plus tôt. La première bière est brassée non pas à Armentières, le château est toujours en attente de réhabilitation, mais à Saint-Sylvestre-Capelle, dans une brasserie partenaire. Elle s'appelle la Renée, en hommage à René Motte, celui qui avait construit le château après la Première Guerre mondiale, celui qui avait tout recommencé après les ruines. Une blonde à 6 degrés, légèrement amère, brassée avec des céréales des Flandres, des houblons de la coopérative du Nord, dans des bouteilles de consignés récupérées localement. Rien à voir avec les 122 000 hectolitres de 1927, 1300 hectolitres la première année, 95 fois moins. Une goutte d'eau dans l'océan de la production brassicole mondiale, mais une goutte qui porte un nom qui a survécu à 2 guerres mondiales, à un incendie, à des décennies d'absorption industrielle, à l'indifférence d'un géant mondial. Un nom que personne, finalement, n'avait réussi à tuer complètement. Il est tentant, à ce stade,
de chercher un coupable. Ah ben Bev, évidemment. Le géant sans visage, sans mémoire, sans attachement à quoi que ce soit qui ne génère pas de rendement trimestriel. C'est facile. C'est même partiellement juste. Mais c'est insuffisant. Parce que la vérité de cette histoire est plus complexe et plus universelle qu'un simple récit de David contre Goliath. La première leçon que Maude Cordonnier nous enseigne est celle-ci. Un groupe comme AB InBev n'a pas détruit la brasserie d'Armentières par malveillance. Il l'a détruite par indifférence. Et l'indifférence est plus dangereuse que la malveillance, parce qu'elle ne laisse aucune prise, aucun interlocuteur, aucun recours. On ne négocie pas avec l'indifférence. On ne la convainc pas, on ne la touche pas. Elle avance lentement, mécaniquement, comme une marée qui monte sans s'intéresser à ce qu'elle noie. Quand Artois a racheté Maude Cordonnier en 1970, personne n'avait l'intention de fermer quoi que ce soit. Les promesses étaient sincères, ou du moins, elles l'étaient au moment où elles étaient faites. Mais les groupes changent, les stratégies changent. Les hommes qui ont fait les promesses partent et sont remplacés par d'autres qui n'ont jamais entendu parler d'Armentières. Et progressivement, sans qu'aucune décision unique soit clairement coupable, une brasserie de 350 ans devient une ligne de coup dans un tableau Excel. C'est la première leçon, et elle vaut bien au-delà de la bière. La deuxième leçon concerne le patrimoine. L'État français a classé les bâtiments de Maude Cordonnier monuments historiques en 1989, 6 ans après l'arrêt de la production. Les pierres ont été sauvées, les voûtes, les façades, la tour, l'étoile de brasseur gravée dans le métal, tout cela est protégé, inventorié, préservé pour les générations futures. Mais personne n'a classé monument historique le savoir-faire de Jean-Claude. Personne n'a protégé la mémoire de Marcel, ni la fierté de Philippe, ni les 40 ans de gestes précis et de connaissances transmises que ces hommes portèrent dans leurs mains et dans leur tête. Ce patrimoine-là, vivant, humain, irremplaçable, n'a pas de formulaire de protection. Il disparaît avec les hommes qui le portent. C'est peut-être la perte la plus silencieuse et la plus définitive. La troisième leçon, enfin, est celle qu'Henry Mott et sa famille sont en train d'écrire. Ils n'ont pas essayé de ressusciter exactement ce qui existait avant. Ils ne pouvaient pas. Les conditions ne sont plus les mêmes, le marché n'est plus le même, le monde n'est plus le même. Ils ont fait quelque chose de différent et de plus difficile. Ils ont réinventé la continuité. Ils ont pris un nom, une étoile, une mémoire, et ils en ont fait quelque chose de nouveau qui honore le passé sans en être prisonnier. 1300 hectolitres contre 122 000. Une microbrasserie contre un empire industriel. En apparence, c'est une défaite. En réalité, c'est peut-être la seule forme de victoire possible, celle qui consiste à survivre, à rester debout, à continuer à mettre son nom sur ce qu'on fait. L'étoile rouge et bleue brille à nouveau sur des bouteilles, différemment, plus petitement, mais avec une signification que les 122 000 hectolitres de 1927 n'avaient peut-être pas, celle d'un choix délibéré, d'un acte de résistance, d'un refus de laisser une histoire se terminer dans l'oubli. Parfois, la survie est la forme la plus haute de la fidélité. En 2024, les premières familles emménagement dans le château. Pas comme ouvriers, comme résidents. Les anciennes salles de brassage, les entrepôts, les espaces industriels au volume démesuré, tout cela est devenu des appartements. Des studios, des 2 pièces, des duplex sous les voûtes de briques, 131 logements au total, répartis dans les bâtiments classés monuments historiques. Des enfants jouent désormais dans des couloirs où des hommes portaient autrefois des sacs d'orge sur les épaules. La tour est toujours là. L'étoile aussi. À quelques rues de distance, dans une ruche d'entreprise d'Armentières, Henry Mott arrive tôt le matin. Il a 37 ans en 2026. Il n'est plus ingénieur informatique. Ou plutôt, il l'est encore un peu, dans la façon dont il gère les données, les réseaux, la communication de sa brasserie. Mais il est surtout brasseur. Président brasseur, comme il aime à se présenter, avec ce sourire de quelqu'un qui sait que le titre est à la fois sérieux et légèrement absurde. La brasserie Maude Cordonnier produit aujourd'hui 1300 hectolitres par an. 9 recettes, toutes portant un prénom de la famille. La Renée, la blonde à 6 degrés qui représente la moitié des ventes, porte le nom de l'arrière-grand-père qui avait construit le château après la Grande Guerre.
Un hommage discret, une façon de boucler une boucle. Pour 2026, le projet est plus grand encore. Une nouvelle brasserie avec un bar et un espace musée pour raconter l'histoire aux gens qui ne la connaissent pas encore. Peut-être sur les bords de la Lys, peut-être face à l'ancien château. Le rêve n'est pas encore accompli, mais il existe. Et dans cette famille, l'existence d'un rêve a toujours suffi à mettre les choses en mouvement. Alors voilà la question, celle que cette histoire pose sans y répondre tout à fait. Quand une famille récupère son nom dans les archives d'un institut de propriété industrielle, quand elle recommence à zéro avec 15 personnes autour d'une table et une colonne de raison d'y aller, est-ce qu'elle sauve un héritage ou est-ce qu'elle en crée un nouveau? Peut-être que la réponse n'a pas d'importance. Peut-être que ce qui compte, c'est simplement que l'étoile rouge et bleue brille encore au-dessus d'Armentières, sur le sommet d'une tour de briques qui a traversé 2 guerres, un incendie, l'indifférence d'un empire mondial et 15 ans de silence. Et dans une bouteille, quelque part, une bière qui porte un nom vieux de 376 ans, toujours debout,